Une semaine après le mariage de mon fils Étienne, ma belle-fille Camille a frappé à ma porte, accompagnée d'un homme distingué portant une mallette en cuir. « Belle maman, voici Paul, notaire », m'a-t-elle annoncé avec ce sourire artificiel que je connaissais déjà trop bien. « Nous sommes venus vous aider avec certains documents de la maison. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je savais exactement ce qu'il cherchait, mais par la grâce de Dieu, j'avais gardé le silence sur l'héritage du domaine que mon défunt mari m'avait laissé. En voyant Camille examiner mes papiers avec ses yeux froids et ses calculateurs, j'ai compris que mon silence avait été ma sauvegarde. Mais pour raconter cette histoire dans son intégralité, je dois remonter 3 mois en arrière, au moment où tout a commencé à basculer. J'étais dans ma cuisine, en train de pétrir la pâte pour des brioches, l'arôme de la levure fraîche emplissant l'air tandis que mes mains travaillaient la pâte chaude. « Maman, je veux que tu apprennes à connaître Camille avant le mariage, » m'a dit Étienne, avec ce sourire qui faisait toujours fondre mon cœur. Mon fils, mon trésor unique, avait enfin trouvé l'amour. « Bien sûr, mon chéri. Amène-la quand tu veux, » ai-je répondu en essuyant mes mains sur mon tablier. J'avais déjà entendu parler d'elle. 32 ans, employée de bureau, cheveux châtains toujours impeccables, ongles parfaitement manucurés. Elle semblait être la femme idéale pour mon Étienne. Cet après-midi-là, je me suis précipitée au marché de Saint-Rémy pour acheter les ingrédients les plus frais. Des crevettes dodues, des avocats mûrs à point, des poivrons verts, de la crème épaisse. Je voulais préparer ses plats préférés. Dans mon esprit, j'imaginais déjà les conversations que nous aurions, les conseils que je pourrais lui donner pour rendre mon fils heureux, les recettes familiales que nous partagerions. J'ai passé toute la nuit à cuisiner, mes pieds gonflés à force de rester debout, mais cela m'importait peu. Le coq au vin était parfait, riche et parfumé. Les pommes dauphines fondantes, comme des nuages. La sauce verte avait cette touche piquante qu'Étienne adorait depuis qu'il était petit. Quand le moment de faire sa connaissance est arrivé, j'ai enfilé ma plus jolie robe rose, celle que je réservais pour les grandes occasions. Je me suis coiffée avec soin, et j'ai même mis du rouge à lèvres. Je voulais faire une bonne première impression. Après tout, cette femme serait la mère de mes futurs petits-enfants. Lorsque la sonnette a retenti, mon cœur s'est emballé d'émotion. J'ai ouvert la porte avec un grand sourire. « Camille, quel plaisir de vous rencontrer !» me suis-je exclamé en ouvrant grand les bras pour l'embrasser. Mais elle m'a à peine effleuré du bout des doigts, comme si me toucher la répugnait. « Enchantée. Marie » a-t-elle murmuré, sans croiser mon regard. Sa voix était froide, distante. Elle portait une robe verte élégante et des escarpins à talons qui claquaient sur le parquet de ma modeste maison comme de petits marteaux. Pendant le dîner, j'ai essayé d'engager la conversation, de parler de ses goûts, de son travail, de ses projets, avec Étienne, mais chacune de mes questions recevait une réponse sèche, un mot ou deux. Oui. Non. Peut-être. C'était comme parler à un mur de glace. Ce qui m'a fait le plus mal, c'était la manière dont ses yeux parcouraient ma maison, scrutant chaque détail avec dédain, la façon dont elle plissait le nez en goûtant ma cuisine, comme si c'était indigne d'elle. Mon coq au vin, que j'avais perfectionné pendant des décennies, elle l'a à peine touché. « Maman, la cuisine est délicieuse, comme toujours, » a dit Étienne, tentant de combler le silence gênant qui s'était installé à table. Camille jouait avec les haricots verts dans son assiette, écartant chaque morceau comme s'il était empoisonné. Ses ongles rouges vifs contrastaient avec la simplicité de ma vaisselle en céramique. « Aimes-tu cuisiner, Camille ?» ai-je demandé avec espoir en lui servant un peu plus de sauce. Elle a levé les yeux, son expression indéchiffrable. « Je n'ai pas le temps pour ça, » a-t-elle répondu froidement. Je préfère commander ou aller dans de bons restaurants. Le mot « bon » m'a transpercé la poitrine comme une flèche. Ma cuisine n'était pas bonne. Ma maison n'était pas bonne. Étienne a toussé nerveusement et a changé de sujet. Mais j'avais déjà compris le message.
Pour Camille, tout ce qui m'appartenait était inférieur. Au cours des semaines suivantes, chaque rencontre avec elle devenait plus pénible. Quand il venait de me voir, elle s'asseyait sur le bord du canapé, comme si elle craignait de se salir, vérifiant constamment son téléphone avec un air ennuyé. Elle ne me demandait jamais comment s'était passée ma journée, ne montrait aucun intérêt à me connaître. « Marie » m'a-t-elle demandé un jour pendant que je préparais du café. Ces mots se sonnaient comme un adieu prématuré, comme si elle avait déjà décidé de m'écarter de la vie de mon fils. « Plus de temps pour moi ?» ai-je répété, confuse. « J'adore passer du temps avec vous. » Elle a échangé un regard avec Étienne que je n'ai pas compris sur le moment, mais que je comprends parfaitement aujourd'hui. Il planifiait déjà mon exclusion. Les préparatifs du mariage sont devenus mon cauchemar personnel. Camille prenait toutes les décisions sans me consulter, comme si j'étais invisible. La femme de ménage pourrait aider avec les fleurs, l'ai-je entendu dire au téléphone un jour. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser qu'elle parlait de moi. Quand j'ai proposé de faire moi-même le gâteau de mariage, une tradition familiale que je perpétuais depuis des générations, Camille a éclaté d'un rire qui m'a glacé le sang. « Oh non, belle maman, laissons cela aux professionnels. Nous ne voulons pas d'un dessert fait maison. » Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma cuisine, serrant le tablier que ma mère m'avait offert pour mon propre mariage. Mes gâteaux avaient adouci des anniversaires, des baptêmes, des remises de diplômes, mais pour Camille, mon amour culinaire n'était que « fête maison », un mot qu'elle prononçait comme une insulte. Le jour du mariage est arrivé comme une tempête inévitable. Je me suis levée avant l'aube pour me préparer, choisissant ma robe violette, la plus élégante que je possédais, achetée spécialement pour l'occasion. Je suis allée chez le coiffeur du quartier, où Madame Jeanne m'a fait une coiffure magnifique qui m'a rajeunie de 10 ans. « Tu es ravissante, Marie », m'a-t-elle dit, en me regardant dans le miroir. « Ton fils va être si fier de toi. » Ces mots m'ont rempli d'espoir. Peut-être que ce jour marquerait un nouveau départ avec Camille. Je suis arrivée tôt à l'église de Saint-Germain, comme toujours, pour m'assurer que tout était parfait pour mon fils. Les invités ont commencé à arriver, et je recevais leurs félicitations avec un sourire sincère. « Qu'il est beau! Il a l'air si heureux! Tu dois être tellement fier! » Mais quand la cérémonie a commencé, j'ai réalisé quelque chose qui m'a brisé le cœur. Camille avait organisé les places de telle manière que j'étais reléguée au 5e rang, derrière ses collègues de travail, derrière des voisins qui connaissaient à peine Étienne. La mère du marié, au 5e rang, comme une simple invitée. Depuis ma place, j'ai dû tendre le cou pour voir mon propre fils marcher vers l'autel. Les mères des amis de Camille, des femmes qui n'avaient jamais changé une couche d'Étienne, ni consolé ses fièvres nocturnes, avaient de meilleures basnes que moi. J'ai ravalé ma salive et gardé mon calme, mais quelque chose en moi commençait à se fissurer. Pendant la réception, les choses ont empiré. Camille me présentait aux invités comme la maman d'Étienne, jamais comme sa belle-mère ou en utilisant mon nom. J'étais réduite à une étiquette, un objet sans personnalité. « C'est elle qui cuisine très bien », ajoutait-elle avec ce sourire faux, résumant toute mon existence à une fonction domestique. Quand est venu le moment des discours, j'ai attendu patiemment mon tour. J'avais préparé des mots émouvants sur mon fils, sur son enfance, sur mes vœux pour sa nouvelle vie. Mais Camille a orchestré la cérémonie comme une chef d'orchestre, donnant la parole à ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, même ses collègues. « Et le discours de la mère du marié ?» a demandé quelqu'un dans l'assistance. Camille m'a regardé avec un sourire glacial. « Oh oui, bien sûr, Madame Marie veut dire quelque chose de court. » Comme si mes 69 ans de vie et mes 30 ans de maternité ne méritaient qu'un commentaire bref. Je me suis levée, les jambes tremblantes, sentant tous les regards sur moi. « Je veux remercier Dieu pour ce jour si spécial, » ai-je commencé. Mais à peine avais-je prononcé ma deuxième phrase que Camille a commencé à applaudir, coupant mon discours. Les autres ont suivi et ma voix s'est perdue dans des applaudissements forcés. Pendant le dîner, on m'a placée à une table au fond, avec des gens que je ne connaissais pas, des cousins éloignés de Camille,
qui parlaient entre eux comme si je n'existais pas. De là, je voyais mon fils rire avec sa nouvelle belle famille, absorbé par sa nouvelle vie, tandis que je mâchais seul un poulet qui avait le goût de carton. Quand les danses ont commencé, Étienne a d'abord dansé avec Camille, puis avec sa mère, ensuite avec ses sœurs. J'ai attendu, assise, ajustant ma robe encore et encore, m'assurant que mon sourire ne s'efface pas. Mais la chanson s'est terminée, et mon fils ne s'est jamais tourné vers moi. « Tu ne vas pas danser avec ta mère ?» a demandé mon vieil ami Bernard, venu me saluer. Mais il a continué à danser avec d'autres invités, tandis que je restais immobile à ma table, me sentant de plus en plus invisible. Vers 11 heures du soir, j'ai décidé de m'approcher, pour lui dire au revoir. Je devais conduire pour rentrer, et j'étais épuisée de faire semblant que tout allait bien. « Mon fils, je vais partir, » lui ai-je dit en touchant doucement son bras. Il m'a embrassé rapidement, distrait par la musique et les rires. « Merci pour tout, maman. Je t'aime, » a-t-il murmuré, mais il regardait déjà ailleurs. Camille est apparue à ses côtés, comme une ombre possessive. « Merci d'être venue, belle maman, » m'a-t-elle dit, mais son ton ressemblait plus à un adieu définitif qu'à un remerciement. En marchant vers ma voiture, portant mon sac et le cadeau que j'avais préparé avec tant d'amour, j'ai entendu Camille commenter à ses amis. « Heureusement qu'elle habite loin. Ce n'est pas qu'elle soit méchante, mais vous savez comment sont les belles-mères, toujours à vouloir donner leur avis. » Leurs rires m'ont suivi jusqu'au parking. Je suis montée dans ma vieille Peugeot, les mains tremblantes, sentant les larmes s'accumuler derrière mes yeux. Pendant 30 ans, j'avais été le centre du monde d'Étienne, et en une seule nuit, j'étais devenue un obstacle à éliminer. Le trajet du retour m'a semblé interminable. Les lumières de la route s'estompaient sous les larmes que j'ai finalement laissées couler. À la radio, une vieille chanson d'Édith Piaf me rappelait les jours où je dansais, avec mon défunte mari à notre mariage. Il y a tant d'années, il m'avait promis de toujours me protéger. Mais maintenant, j'étais seule face à cette nouvelle réalité. Je suis arrivée chez moi après minuit, les pieds enflés et le cœur brisé. J'ai enlevé mes chaussures à l'entrée et marché pieds nus jusqu'à ma chambre, sentant le froid du carrelage sous mes pieds, fatiguée. La robe violette, choisie avec tant de soin, me semblait désormais ridicule. L'uniforme d'une vieille femme qui avait cru qu'elle comptait encore. Les jours suivants furent un mélange étrange de silence et d'attente. J'espérais qu'Étienne m'appellerait, qu'il me parlerait de sa lune de miel, qu'il me demanderait comment j'allais, qu'il maintiendrait ce lien que nous avions depuis 30 ans. Mais mon téléphone restait muet, comme une tombe. Une semaine après le mariage, j'ai décidé de l'appeler moi-même. « Bonjour, mon fils. Comment vas-tu ? Comment s'est passée votre lune de miel ?» ai-je demandé avec la voix la plus enjouée possible. Sa réponse fut brève, distante. « Très bien, maman. Camille te passe le bonjour. Écoute, je te rappelle plus tard, on est occupé à ranger des choses dans la maison. » La maison. Il ne disait plus « ma maison » ou « ce notre maison », juste « la maison », comme si je n'avais jamais existé dans sa vie domestique. J'ai raccroché, me sentant plus seule que jamais, regardant les photos d'Étienne enfant qui décoraient mon salon. Ce petit garçon aux yeux brillants qui courait m'embrasser après l'école était maintenant un étranger qui m'envoyait des salutations par l'intermédiaire de sa femme. 3 jours plus tard, sans nouvelles, j'ai décidé de faire ses gâteaux préférés, des sablés aux noisettes qu'il adorait depuis tout petit, et de les lui apporter comme excuse pour lui rendre visite. Je me suis apprêtée avec soin. J'ai mis mon plus joli chemisier bleu, et j'ai conduit jusqu'à leur nouvelle maison à Aix-en-Provence, le cœur plein d'espoir. J'ai sonné, espérant voir le sourire de mon fils, mais c'est Camille qui a ouvert. Elle portait un peignoir en soie bordeaux qui semblait hors de prix, ses cheveux relevés en un chignon parfait, comme si elle sortait d'un salon de beauté. « Oh, belle maman, quelle surprise !» a-t-elle dit sans la moindre trace de joie. « J'ai apporté des gâteaux pour Étienne, » ai-je expliqué en soulevant le panier orné d'un ruban jaune.
Ce sont ses préférés. Camille a pris le panier sans t'inviter à entrer, examinant les sablés comme s'ils étaient des preuves à charge. Quel charmant geste! Étienne était en réunion importante, mais je lui dirai que vous êtes passé. Je suis restée sur le seuil, comme une vendeuse à domicile, espérant qu'elle m'offre au moins un verre d'eau ou me demande comment j'allais. Mais Camille refermait déjà la porte. Merci pour les gâteaux, belle maman. Bonne journée. Le claquement de la porte a résonné comme une sentence. Sur le chemin du retour, les larmes brouillaient mon pare-brise. Je me suis arrêtée sur le bas-côté pour pleurer sans retenue, frappant le volant de mes mains ridées. Comment en étais-je arrivée là? Comment avais-je permis à cette femme de m'arracher mon fils si facilement? Cette nuit-là, en dînant seule devant la télévision, je me suis souvenue des mots de mon défunte Marie. Peu avant sa mort, Marie, s'il m'arrive quelque chose, ne laisse personne te marcher dessus. À l'époque, je n'avais pas pleinement compris, mais maintenant, ces mots prenaient tout leur sens. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Examiner les papiers que mon mari m'avait laissés. J'ai sorti le coffre-fort du placard, celui qui contenait nos documents les plus importants, et j'ai commencé à les trier. Acte de naissance, contrat de mariage, titre de propriété de la maison, assurance. C'est alors que j'ai trouvé une enveloppe Kraft qui allait tout changer. À l'intérieur, il y avait le titre de propriété d'un bien que j'avais complètement oublié. Un domaine de 200 hectares dans la Drôme, hérité par mon mari de son oncle, et qui m'appartenait désormais entièrement. Le document était clair et incontestable. J'étais la seule propriétaire d'une des propriétés les plus prospères de la région. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre en lisant les détails. Le domaine comprenait des terres agricoles, du bétail, une maison principale avec 5 chambres et 3 logements pour les employés. Selon l'évaluation la plus récente, sa valeur était suffisante pour vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours et laisser un héritage considérable. Mais l'argent n'était pas le plus important. C'était le pouvoir de décider de mon propre destin, de ne dépendre de personne, de ne pas avoir à mendier l'affection ou accepter les miettes d'attention. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri sincèrement. J'ai rangé les documents dans un endroit sûr et pris une décision. Je ne dirai rien à personne de cet héritage, ni à Étienne, ni surtout à Camille. Mon instinct me soufflait que ce serait mon atout, ma sauvegarde, quand le moment viendrait. Cette même semaine, mon instinct s'est révélé plus juste que je ne l'avais imaginé. Camille a commencé à m'appeler, avec une fréquence suspecte, non pas pour prendre de mes nouvelles ou m'inviter à dîner, mais pour soutirer des informations sur mes biens et mes finances. Belle maman, Étienne et moi pensions que vous seriez peut-être plus à l'aise dans un logement plus petit, m'a-t-elle dit lors d'une conversation faussement désinvolte. Cette maison doit être une lourde charge pour une femme de votre âge. N'avez-vous jamais pensé à la vendre et à emménager dans un appartement plus facile à gérer? Ces mots m'ont donné des frissons. La subtilité avec laquelle elle suggérait que je me débarrasse de ma maison était terrifiante. Non, ma chère, je suis très bien ici, ai-je répondu d'un ton doux. Cette maison est pleine de souvenirs précieux. Oui, bien sûr, mais pensez-y, avec l'argent de la vente, vous pourriez vous offrir quelques luxes, peut-être voyager, et nous pourrions vous aider à gérer cet argent pour qu'il fructifie, a-t-elle insisté avec cette voix mielleuse que j'avais appris à détester. 2 jours plus tard, Étienne m'a rendu visite pour la première fois depuis son mariage, mais il ne venait pas simplement saluer sa mère. Il avait un objectif précis. « Maman, Camille et moi avons parlé de ton avenir », a-t-il commencé, s'asseyant sur le canapé où je le berçais quand il faisait des cauchemars. « Mon avenir » ai-je demandé, feignant l'innocence, bien que je savais déjà où cette conversation menait. Mon fils évitait mon regard, comme lorsqu'il était petit et qu'il avait fait une bêtise. « Oui, nous pensons que cette maison est trop grande pour toi. Tu sembles très fatigué ces derniers temps, très stressé. Camille connaît un excellent agent immobilier qui pourrait l'évaluer et en tirer un bon prix,
a-t-il expliqué, jouant nerveusement avec ses clés de voiture. La douleur que j'ai ressentie était physique, comme si on m'avait enfoncé un couteau dans la poitrine. Mon propre fils, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour, essayait de me convaincre de vendre la maison où il avait grandi, où il avait fait ses premiers pas, où nous avions construit nos souvenirs. Mon fils, penses-tu vraiment que je devrais vendre la maison ? Lui ai-je demandé directement, ayant besoin d'entendre sa réponse sans le filtre de Camille. Pendant un instant, j'ai vu l'enfant vulnérable qu'il était autrefois, hésitant, déchiré entre ce qu'il savait être mal et ce que sa femme lui avait mis en tête. C'est que... Camille a raison, tu devrais profiter de la vie, avoir moins de soucis, a-t-il murmuré, mais sa voix sonnait répétée, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Cette nuit-là, après qu'Étienne soit parti avec des promesses mais creuses de revenir bientôt, je me suis assise dans ma cuisine avec une tisane à la camomille et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé mon amie Louise, la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. « Louise, j'avais besoin de te confier quelque chose de très important, mais tu dois me promettre que ça reste entre nous. » Louise et moi étions amies depuis plus de 40 ans, nous avions presque élevé nos enfants ensemble. « Bien sûr, Marie, que se passe-t-il ? » Tu as l'air inquiète. Je lui ai tout raconté, l'attitude de Camille depuis le premier jour, la manière dont elle m'avait traitée au mariage, les tentatives pour me pousser à vendre ma maison, et enfin, l'héritage du domaine que j'avais gardé secret. « Mon Dieu, Marie, un domaine de 200 hectares, et tu n'as rien dit ?» s'est exclamée Louise. « Heureusement que tu t'es tue. Cette fille a l'air d'un requin. Je l'ai senti dès que je l'ai vue au mariage. » Ces mots ont confirmé que mon instinct était juste. « Louise, j'ai l'impression que quelque chose de grave se prépare. La façon dont elle me regarde, comme si j'étais un obstacle à éliminer. J'ai peur qu'il planifie quelque chose. »« Écoute-moi bien, ma chère, » m'a-t-elle répondu avec cette fermeté qui la caractérise. « Demain, nous irons voir un avocat ensemble. Tu dois protéger tes biens avant que ces vautours ne découvrent ce que tu possèdes. Et surtout, ne signe rien, absolument rien, sans m'en parler d'abord. » Le lendemain, Louise est venue me chercher tôt. Elle avait contacté un avocat de confiance, maître Raphaël, qui avait un bureau dans le centre d'Avignon. C'était un homme âgé aux cheveux gris, avec un regard perçant, qui avait traité des cas similaires pendant des décennies. « Madame Marie, d'après ce que me raconte votre amie, vous êtes dans une situation très délicate, » m'a-t-il expliqué après avoir examiné mes documents. Il est fréquent que des membres de la famille, bien intentionnés ou non, fassent pression sur des personnes âgées pour qu'elles cèdent leurs biens. Mon conseil est de protéger légalement tout ce que vous possédez. Maître Raphaël a étalé mes documents sur son bureau en acajou, formant une mosaïque de ma vie et de mon patrimoine. Madame Marie, ce que vous avez là est considérable. Ce domaine à lui seul vaut plus que bien des fortunes familiales, m'a-t-il expliqué en pointant l'évaluation de son index. Ce qui m'inquiète, a-t-il poursuivi en ajustant ses lunettes, c'est le comportement que vous décrivez. D'abord, ils isolent émotionnellement la personne, puis ils lui font sentir qu'elle est incapable de gérer ses affaires, et enfin, ils présentent une solution qui les avantage, comme par hasard. Ces mots m'ont glacé le sang, car ils décrivaient exactement ce que je vivais. Louise a serré ma main. « Raconte-lui l'histoire du notaire, ma chère. » Maître Raphaël a haussé un sourcil, intéressé. Je lui ai raconté la visite de Camille avec Paul, les papiers de la maison, et comment ils étaient arrivés sans prévenir, comme des chasseurs traquant une proie. « Typique, » a murmuré l'avocat en prenant des notes. Ils amènent un notaire de confiance, quelqu'un prêt à fermer les yeux sur les irrégularités, et ils font pression pour obtenir des signatures sous prétexte de simplifier les choses. J'ai vu des cas où des personnes âgées perdaient tout en une seule séance. Que puis-je faire pour me protéger ? Ai-je demandé, me sentant comme au milieu d'un champ de bataille invisible. L'avocat a souri pour la première fois. Beaucoup de choses. Nous pouvons créer une fiducie irrévocable, documenter toute tentative de coercition et surtout,
nous préparer pour quand ils révéleront leurs véritables intentions. Nous sommes sortis de son bureau avec un plan clair et des documents protégeant mes biens, mais surtout avec la certitude que je n'étais pas folle, que mes soupçons étaient infondés. Louise m'a invitée à dîner chez elle, où son mari Antoine m'a accueillie avec son étreinte chaleureuse habituelle. « Marie, cette fille a des yeux de rapace, » m'a-t-il dit, pendant que nous mangions le gratin dauphinois que Louise avait préparé. Au mariage, elle ne m'a fait mauvaise impression. Elle passait son temps à calculer, à fouiner dans les affaires des autres. Ces observations ont renforcé mes craintes. Pendant les jours suivants, j'ai maintenu ma routine, mais avec les sens en alerte. Chaque appel, chaque visite inattendue, chaque commentaire désinvolte sur mon âge ou mon besoin d'aide était analysé avec une nouvelle clarté, comme si j'avais développé une vision au rayon X pour détecter les intentions cachées. Le mercredi après-midi, en arrosant mes rosiers, j'ai vu la voiture d'Étienne se garer. Mon cœur s'est accéléré, non de joie, mais d'appréhension. Quand il est descendu, accompagné de Camille, j'ai su que le moment que je redoutais était arrivé. « Bonjour, maman » m'a-t-il salué, avec un sourire crispé qu'il avait perfectionné depuis son mariage. Camille le suivait, portant un gros dossier et cet air de suffisance que je détestais. Je les ai invités à s'asseoir dans le salon, là où Étienne jouait avec ses petites voitures, où je lui lisais des contes, où nous regardions ses dessins animés préférés. Cet espace sacré était devenu un tribunal où j'étais l'accusée. « Maman, nous sommes très inquiets pour toi », a commencé Étienne avec un ton paternaliste qui m'était totalement étranger. « Camillette et moi pensons que tu as besoin d'aide pour gérer tes finances. C'est normal, à ton âge, de te sentir dépassé par tant de responsabilités. » Camille a ouvert son dossier comme un général déployant ses cartes. « Belle maman, nous avons parlé à des spécialistes en gestion financière pour les seniors. Ils s'accordent à dire qu'il serait préférable de simplifier votre patrimoine, de tout concentrer dans des investissements plus sûrs. »« Des spécialistes ?» ai-je demandé, feignant la confusion alors que mon sang bouillonnait. « Quels spécialistes ? Je n'ai parlé à personne. » Mon esprit enregistrait chaque mot, chaque geste, comme me l'avait conseillé maître Raphaël. « Mais c'est précisément pour ça, maman, » a repris Étienne avec une patience exagérée, comme on parle à un enfant. « Tu n'as pas eu les bons conseils. Camille connaît des gens très compétents qui peuvent t'aider à protéger ton argent et assurer ton avenir. » Camille a sorti plusieurs documents de son dossier, les étalant sur ma table basse comme des cartes de poker. « Regardez, belle maman, voici une proposition très avantageuse. Un fonds d'investissement qui vous garantirait des rendements bien mieux que de garder votre argent immobilisé dans des propriétés qui demandent de l'entretien et vous causent des soucis. » J'avais semblant d'examiner les papiers avec l'air fatigué d'une vieille femme confuse, mais en réalité, je mémorisais chaque détail. Les documents proposaient la vente de ma maison et le transfert des fonds vers un compte commun où Étienne et Camille auraient un pouvoir de décision sur mes investissements, soi-disant pour me protéger des escroqueries. « Et où vivrais-je si je vends la maison ?» ai-je demandé d'une voix tremblante, jouant parfaitement la grand-mère vulnérable qu'ils espéraient voir. Camille a souri avec cette fausse douceur qu'elle maîtrisait à la perfection. « Oh, belle maman, ne vous inquiétez pas. Nous avons trouvé une résidence pour seniors magnifique, avec des soins médicaux 24 heures sur 24. Vous seriez bien plus en sécurité et à l'aise. » Une résidence pour seniors. Les mots ont résonné dans ma tête comme des cloches funèbres. C'était leur plan. Me dépouiller de ma maison, contrôler mon argent et m'enfermer dans une institution où je ne serais plus un obstacle à leur vie parfaite, le tout enveloppé dans une fausse sollicitude. Une résidence pour seniors ? Ai-je répété, laissant ma voix se briser légèrement. Mais mon fils, je me sens bien ici, dans ma maison. Ici, il y a tous nos souvenirs. Camille et Étienne ont échangé un regard complice, cette communication silencieuse entre conspirateurs. « Maman, nous savons que c'est difficile,
Mais réfléchis, a insisté Étienne, en se penchant vers moi avec un sourire condescendant. Dans une résidence, tu aurais de la compagnie, des activités, des soins médicaux, et nous pourrions te rendre visite quand nous le souhaiterions, sans nous inquiéter pour ta sécurité. John Noleneu. Quand ils le souhaiteraient. Pas tous les jours, pas régulièrement, mais quand cela leur conviendrait, comme on visite un animal en pension. Une fureur intense m'a envahi, mais j'ai maintenu mon rôle de vieille femme sans défense. De plus, a ajouté Camille en sortant encore plus de papiers de son dossier, nous avons calculé qu'avec la vente de cette maison et quelques investissements judicieux, vous pourriez vivre très confortablement sans vous soucier de rien. Nous nous occuperions de toutes les démarches et décisions financières. Là était le piège ultime. Ils contrôleraient mon argent pendant que je croupirais dans une résidence, attendant leurs visites sporadiques et remerciant les miettes d'attention qu'ils me donneraient. C'était un plan cruel, exécuté avec une précision chirurgicale. « Et si je ne veux pas vendre la maison ?» ai-je demandé d'une petite voix, comme si l'idée venait de me traverser l'esprit. Camille a soupiré théâtralement, comme une professeure expliquant une évidence à un élève lent. « Belle maman, nous comprenons que c'est difficile à accepter, mais à votre âge, il n'est plus sûr de vivre seul dans une maison aussi grande. Que se passerait-il si vous tombiez et qu'il n'y avait personne pour vous aider, ou si quelqu'un profitait de votre bonté et vous escroquait ?» L'ironie de ces paroles m'aurait fait rire si je n'avais pas été si furieuse. Elle, qui tentait de m'escroquer à cet instant précis, m'avertissait contre d'hypothétiques escrocs. L'audace était stupéfiante. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est beaucoup à assimiler d'un coup. Étienne s'est levé et m'a enlacée, un geste qui ressemblait plus à une trahison qu'à de l'affection. Bien sûr, maman, prends le temps qu'il te faut, mais pas trop, ces opportunités d'investissement ne durent pas éternellement, a-t-il dit pendant que Camille rangeait ses documents, avec la satisfaction de celle qui pense avoir déjà gagné. Après leur départ, je suis restée assise dans mon salon, comme si j'avais survécu à un ouragan. Mes mains tremblaient, non pas de vieillesse, mais de rage contenue. J'ai pris le téléphone et appelé Maître Raphaël. « Maître, ils sont venus à aujourd'hui, comme vous l'aviez prédit. Ils veulent que je vende tout et que j'aille dans une résidence pendant qu'ils gèrent mon argent, lui ai-je raconté, la voix entrecoupée. Sa réponse fut calme mais ferme. Madame Marie, voici la partie cruciale. Ne signez absolument rien, quelle que soit la pression. Et si possible, enregistrez toutes vos futures conversations avec eux. Nous devons documenter leurs véritables intentions. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai erré dans ma maison comme un fantôme, touchant chaque meuble, chaque photo, chaque objet chargé d'histoire. La chaise où j'avais allaité Étienne, la table où nous faisions ses devoirs, le piano sur lequel je jouais pour l'endormir. Tout cela serait vendu, liquidé, dispersé pour nourrir la cupidité d'une femme qui n'avait même pas connu mon fils dans ses moments de vulnérabilité, une femme qui voyait dans mon amour maternel un obstacle à ses ambitions financières. Le lendemain, Louise est arrivée tôt avec un enregistreur numérique prêté par son petit-fils. « Ma chère, c'est très simple à utiliser. Tu appuies sur ce bouton et il enregistre pendant des heures, m'a-t-elle expliqué en me montrant l'appareil. Garde-le dans ton sac ou dans la poche de ton tablier. S'ils reviennent, nous aurons leurs paroles enregistrées. » Pendant 3 jours, j'ai maintenu un calme tendu, attendant leur prochain mouvement. Le vendredi après-midi, le téléphone a sonné. C'était Camille, avec cette voix mielleuse qu'elle avait perfectionnée pour manipuler. « Belle maman, avez-vous réfléchi à notre proposition ? Nous avons trouvé une place magnifique dans une résidence, mais il faut réserver vite, il y a une liste d'attente. » L'urgence feinte dans sa voix confirmait qu'ils étaient pressés de conclure avant que je ne réfléchisse trop ou ne consulte quelqu'un. « Oui, ma chère, j'y ai beaucoup pensé, » ai-je répondu, jouant la vieille femme indécise. « Pourriez-vous venir demain pour m'expliquer encore des détails ? À mon âge, j'oublie parfois les choses. » Je pouvais presque sentir son sourire triomphant, à l'autre bout du fil.
Bien sûr, belle maman, demain après-midi, nous passerons avec tous les documents. Vous verrez, c'est la meilleure décision pour tout le monde, pour tout le monde. Comme si me dépouiller de ma maison et de mon autonomie était un acte généreux envers mes bourreaux. Le samedi après-midi, ils sont arrivés, ponctuels comme des vautours à un festin. Cette fois, ils étaient accompagnés de Paul, le notaire qui était venu une semaine plus tôt, un homme mince, avec une moustache claire et une mallette en cuir, qui scrutait ma maison comme un évaluateur immobilier. « Madame Marie, quel plaisir de vous revoir !» m'a-t-il salué avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je viens pour faciliter toutes les démarches. Plus vite nous réglons cela, moins il y aura de complications. Mon enregistreur était allumé dans la poche de mon tablier, capturant chaque mot de cette comédie juridique. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui où je berçais Étienne bébé, et je les ai laissés jouer leur théâtre de fausses inquiétudes. « Maman, nous avons apporté tous les documents prêts », a annoncé Étienne en étalant une pile de papiers sur la table. « Tu n'as qu'à signer ici, ici et là, et nous nous occupons du reste. » Son doigt pointait des lignes en pointillés, comme des croix dans un cimetière. Camille s'est assise près de moi, avec cette proximité forcée des vendeurs agressifs. « Belle maman, regardez cette merveille. Voici les photos de la résidence où vous vivrez. Il y a des jardins magnifiques, une salle de télévision, même des cours de yoga pour les seniors. » Les photos montraient un endroit qui ressemblait plus à un hôpital déguisé qu'à un foyer accueillant. Paul a ouvert sa mallette avec cérémonie, sortant un tampon officiel, de l'encre bleue et des formulaires notariés. « Madame, ces documents se sont parfaitement rédigés pour protéger vos intérêts. La vente de la propriété, le transfert des fonds à une fiducie familiale et l'autorisation pour vos proches de gérer vos finances en cas d'incapacité. » Incapacité. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Ils avaient déjà prévu la prochaine étape. Me déclarer incompétente si je me rebellais. Ai-je demandé d'une voix tremblante, jouant mon rôle de vieille femme confuse. Paul et Camille ont échangé un regard que l'enregistreur ne pouvait pas capturer, mais que j'ai gravé dans ma mémoire comme une preuve de leur complicité. « Oh, belle maman, ces décisions sont définitives pour votre protection, » a expliqué Camille avec une patience exagérée. « Si on pouvait changer d'avis à tout moment, n'importe qui pourrait vous manipuler et vous faire signer des choses inappropriées. » Manipuler. L'ironie était si brutale que j'ai dû me mordre la langue pour ne pas exploser. Elle, qui me dépouillait, m'avertissait contre des manipulateurs. « De plus, maman, » a ajouté Étienne en prenant ma main avec une tendresse feinte, « pense à notre tranquillité en sachant que tu es en sécurité et bien soignée. Nous n'aurons plus à nous inquiéter pour toi. » Nous n'aurons plus à nous inquiéter. En langage de manipulateur, cela signifiait « nous n'aurons plus à prétendre t'aimer une fois que nous aurons ton argent. » Les larmes qui ont perlé dans mes yeux n'étaient pas jouées. C'était la douleur réelle d'une mère, trahie par l'enfant qu'elle avait élevé avec tant d'amour. « Ne pleurez pas. »« Madame, » m'a consolé Paul avec une froideur professionnelle. « C'est normal d'être émotive avec ces changements, mais vous verrez, vous serez bien plus sereine après. » Il a sorti un stylo en or de sa veste et l'a posé devant moi, comme une arme. J'ai pris le stylo, les mains tremblantes, et je l'ai approché du premier document. Je sentais la tension dans l'air, l'attente de mes bourreaux guettant leur triomphe. Camille s'est penché vers moi, comme un vautour prêt à fondre. Mais à cet instant, comme envoyé par un ange gardien, la sonnette a retenti. « Vous attendez quelqu'un » a demandé Paul, visiblement irrité. « Non » ai-je murmuré, en me levant lentement. « Ce doit être un voisin. » J'ai ouvert la porte, et là se tenait Louise, maître Raphaël, et un autre homme que je ne connaissais pas. « Bonsoir, Marie » m'a salué Louise avec un sourire qui m'a instantanément redonné du courage. « J'espère que nous n'arrivons pas au mauvais moment. »« Pas du tout, » ai-je répondu, sentant la cavalerie arriver. « Entrez. »« Je vous en prie. » Maître Raphaël est entré avec cette assurance que seuls les avocats chevronnés possèdent, suivis par l'inconnu, qui portait une caméra professionnelle. Étienne a blêmi en voyant les nouveaux arrivants. Camille a tenté de ranger précipitamment les documents, mais Paul est resté figé,
comme une statue de sel. « Que se passe-t-il, maman » a balbutié Étienne, nerveux. « Messieurs, bonsoir » a salué maître Raphaël avec une courtoisie professionnelle. « Je suis l'avocat de madame Marie. Je suis ravi d'arriver à temps pour superviser cette importante transaction. J'imagine que tous les documents sont en ordre et que ma cliente a eu le temps de les examiner avec un conseil juridique indépendant. » Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le trancher au couteau. Paul a rangé son stylo en or comme s'il lui brûlait les doigts, et Camille fixait la porte, calculant visiblement la distance pour s'enfuir. « Excusez-moi, et vous êtes » a demandé Paul, tentant de reprendre une autorité professionnelle. Maître Raphaël a souri, un sourire affûté par des décennies à démasquer les escrocs. Raphaël Dubois, avocate spécialisée dans la protection du patrimoine des personnes âgées. Et voici maître Antoine Lefebvre du parquet, spécialisé dans les délits contre les personnes vulnérables. Nous enquêtons sur des cas similaires dans la région et avons décidé de faire une visite de courtoisie. Le visage de Camille est passé de la confiance prédatrice à une pâleur terrifiée en quelques secondes. Paul a refermé sa mallette avec des gestes nerveux, comme si les documents qu'elle contenait étaient des preuves accablantes. Étienne alternait son regard entre les avocats et moi, comme s'il me voyait vraiment pour la première fois depuis des mois. « Maître » ai-je dit à Raphaël avec la voix la plus ferme que j'avais utilisée depuis des semaines. « Je suis ravie que vous soyez là. J'étais sur le point de signer les documents et je voulais m'assurer que tout était en règle. » J'ai sorti l'enregistreur de ma poche et l'ai posé sur la table, comme une grenade dégoupillée. Maître Lefebvre a allumé sa caméra et a commencé à filmer. « Madame, pourriez-vous nous expliquer quel type de document on vous demandait de signer et dans quelles circonstances ?» Sa voix portait l'autorité légale qui fait trembler les coupables. Camille a tenté d'interrompre avec un rire forcé. « Oh, maître, il y a un malentendu. Nous aidons simplement ma belle-maman avec des formalités pour son confort. » Mais sa voix sonnait comme du verre brisé. « Appelles-tu formalité le fait de me pousser à vendre ma maison sans me consulter, à transférer tout mon argent et à m'envoyer dans une résidence pour seniors pour que vous gériez mon patrimoine ?» Les mots jaillissaient comme des flèches précises. Paul s'est levé brusquement, tentant de s'échapper. « Je crois qu'il y a un malentendu. Je suis juste venu offrir des services notariaux. » Mais maître Lefebvre a discrètement bloqué son chemin vers la porte. « Un instant, mon collègue, » a-t-il dit avec une courtoisie glaciale. « J'aimerais examiner ces documents que vous avez préparés. Cela fait partie d'une enquête sur des fraudes immobilières. » C'est alors que j'ai décidé de jouer ma carte maîtresse. Je suis allée dans ma chambre et suis revenue avec le coffre-fort contenant l'acte du domaine. Je l'ai ouvert avec cérémonie, savourant chaque seconde de la confusion croissante sur les visages de mes prédateurs. « Regardez comme c'est curieux », ai-je dit en déployant l'acte sur la table. Il s'avère que mon défunt mari m'a laissé un petit héritage que j'avais oublié de mentionner. Un domaine de 200 hectares, d'une valeur de... Eh bien, Raphaël. Pourriez-vous leur lire l'évaluation récente ? Maître Raphaël a pris le document avec un sourire de justice poétique. Selon l'expertise la plus récente, la propriété a une valeur marchande de 42 millions d'euros, plus le bétail, les machines agricoles et les bâtiments annexes. Le silence qui a suivi était si absolu qu'on pouvait entendre les battements de mon cœur. Camille restait bouche bée, comme un poisson hors de l'eau. Étienne fixait le document comme s'il venait d'une autre planète. « Condé » 42 millions, ai-je répété, savourant chaque mot. Et dire que vous vous inquiétiez de ma pauvreté et de mon incapacité à gérer mes finances. Quelle générosité ! Ma voix dégoulinait de sarcasme. Paul a tenté une dernière manœuvre désespérée. « Madame, cela change tout. Vous avez clairement besoin de conseils spécialisés pour gérer un tel patrimoine. » Mais maître Lefebvre photographiait déjà tous les documents qu'il avait apportés. « Vous avez raison, » ai-je répondu avec un sourire éclatant. C'est pourquoi j'ai engagé maître Raphaël il y a 1 semaine. Il gère déjà toutes mes affaires juridiques et financières. Merci de votre sollicitude. Camille a enfin retrouvé sa voix, bien qu'elle ressemblât à un croassement. Kikiondi.
Belle maman, nous ne savions pas... Je veux dire, nous voulions juste vous aider. » Ces excuses s'effondraient comme un château de sable. « M'aider ?» ai-je dit en me levant avec une dignité que j'avais oublié posséder. « Peda ? En vendant ta maison sans me consulter ? M'aider en me plaçant dans une résidence contre ma volonté ? M'aider en me volant le contrôle de ma vie ?» Étienne a enfin parlé, et pour la première fois depuis des mois, j'ai reconnu mon fils dans sa voix. « Maman, nous pensions que c'était mieux pour toi. » Il y avait des larmes dans ses yeux, mais je ne savais pas si elles étaient sincères ou nées de la frustration d'avoir perdu. « Mieux pour moi ?» ai-je répété doucement. « Mieux pour moi aurait été que vous me demandiez ce que je voulais. Mieux pour moi aurait été que vous respectiez mes décisions. Mieux pour moi aurait été que vous continuiez à me voir comme votre mère, et non comme un obstacle à votre bonheur. » Maître Raphaël a posé une main protectrice sur mon épaule. « Madame Marie, je pense qu'il est temps que ces messieurs s'en aillent. Nous avons assez de matériel pour procéder légalement si nécessaire. » Paul a pratiquement couru vers la porte, suivi de près par Camille, qui ne se donnait plus la peine de maintenir son masque de belle-fille attentionnée. Étienne est resté quelques secondes, me regardant avec une expression indéchiffrable. « Maman, pourrons-nous se parler plus tard ?» a-t-il murmuré. Pour la première fois depuis des mois, sa question semblait sincère. J'ai hoché la tête lentement, sans m'engager. Après leur départ, je suis restée dans mon salon, entourée de mes véritables alliés. Louise, Maître Raphaël et Maître Lefebvre. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie en sécurité chez moi. 3 mois plus tard, je suis assise sur la terrasse de mon domaine, regardant le soleil se coucher sur mes terres, peignant le ciel en orange. Étienne me rend visite une fois par semaine, tentant de reconstruire la relation qu'il a presque détruite pour plaire à une femme qui le voyait comme un moyen d'accéder à la richesse. Camille a essayé de me contacter plusieurs fois, mais ses appels vont directement sur messagerie. On dit qu'elle a divorcé d'Étienne quand elle a réalisé que je n'étais pas la veuve pauvre et vulnérable qu'elle imaginait. Aujourd'hui, j'aide d'autres femmes âgées confrontées à des situations similaires. Ma maison est devenue un refuge. J'ai appris que le silence peut être précieux, mais une voix élevée au bon moment est un diamant. À 69 ans, j'ai enfin compris les derniers mots de mon mari. J'avais plus que je ne l'imaginais, et j'étais plus forte que je ne le croyais. 6 mois après cet après-midi qui a changé ma vie, je suis assise sur la terrasse de mon domaine, une tasse de café fumante entre les mains, regardant le soleil se lever sur mes 200 hectares de liberté. L'arôme du café se mêle au parfum des orangers que j'ai plantés la semaine dernière, créant une symphonie olfactive qui me rappelle chaque matin pourquoi j'ai lutté. La maison principale du domaine est devenue quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, un sanctuaire pour les femmes comme moi. Chaque semaine, je reçois des lettres, des appels, des visites de femmes qui ont entendu mon histoire et y reconnaissent par leur propre cauchemar. « Madame Marie, me disent-elles, la voix tremblante, ma belle-fille veut que je vende ma maison. » Mon fils dit que je ne peux plus gérer mon argent. Hier, Claire est arrivée, une veuve de 60 ans dont les enfants avaient obtenu qu'un juge la déclare inapte à gérer ses biens. Elle est arrivée avec une petite valise et le poids écrasant de la trahison familiale. « Madame Marie, m'a-t-elle dit en pleurant, mes propres enfants me retiennent prisonnière dans ma maison. Ils prennent ma pension, m'empêchent de sortir seule, disent que c'est pour mon bien. » Je l'ai installée dans la chaise à bascule, où je pleurais jadis ma solitude. Je lui ai servi une tisane dans une tasse de porcelaine fine, et je lui ai raconté mon histoire. J'ai vu ses yeux s'illuminer d'espoir, pour la première fois depuis des mois. Puis-je vraiment reprendre le contrôle de ma vie ? M'a-t-elle demandé, avec la voix d'une enfant perdue retrouvant son chemin. Non seulement tu le peux, ai-je répondu en prenant ses mains ridées, mais tu en as le droit, et tu n'es pas seul dans ce combat. Le lendemain, Maître Raphaël a examiné son cas et découvert que la déclaration d'inaptitude comportait des irrégularités juridiques annulables. Claire sourit désormais chaque jour et ses enfants ont dû restituer l'argent qu'ils avaient pris pour la protéger.
Mon histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans la région. Des journalistes m'ont interviewé, des travailleurs sociaux m'invitent à donner des conférences et j'ai reçu des lettres de lieux aussi lointains que Paris et Bruxelles. Votre courage m'a inspiré à défendre mes droits, a écrit une femme de Lille. Grâce à votre exemple, ma famille ne me traite plus comme une invisible, m'a remercié une autre de Strasbourg. Mais tout n'a pas été facile. Étienne me rend visite chaque dimanche, tentant de rebâtir les ponts que sa femme a détruits. Nos premières conversations étaient maladroites, pleines de silences inconfortables et d'excuses creuses. Peu à peu, j'ai vu l'enfant que j'avais connu réapparaître dans les yeux de l'homme qui m'avait trahi. Maman. Mané, m'a-t-il dit il y a 2 semaines en marchant près des vignes. Je ne sais pas comment te demander pardon pour ce que j'ai fait. C'était comme si j'étais hypnotisée, incapable de voir l'évidence. Ses larmes étaient sincères, et pour la première fois depuis son mariage, j'ai reconnu mon vrai fils. Mon fils, ai-je répondu en m'arrêtant pour le regarder dans les yeux. Le pardon ne se demande pas, il se gagne. Et il se gagne avec des actions, pas des mots. Il a hoché la tête, comprenant que la réconciliation serait un long chemin, nécessitant patience et preuve constante de son repentir. Camille, elle, a disparu de nos vies aussi vite qu'elle y était entrée. D'après Louise, qui a des contacts partout, elle a tenté de réclamer la moitié des biens d'Étienne lors du divorce, mais a découvert qu'il avait protégé son patrimoine en suivant mes conseils. Elle a quitté la région sans un au revoir, probablement à la recherche de sa prochaine proie. Paul, le notaire corrompu, a perdu sa licence après que Maître Lefebvre a présenté des preuves de son implication dans des escroqueries contre des seniors. L'enregistrement de notre conversation a été crucial pour démanteler un réseau qui avait fraudé des dizaines de personnes âgées dans la région. Louise reste ma complice d'aventure. Elle vit maintenant dans l'un des logements du domaine, non comme employée, mais comme une sœur de cœur. Ensemble, nous gérons le refuge que nous avons créé, organisons des ateliers sur les droits des seniors et planifions des voyages que nous n'avions jamais pu faire plus jeunes. Qui aurait cru qu'à 70 ans, nous deviendrions des militantes ? M'a-t-elle demandé hier en triant les demandes d'aide juridique reçues par courrier. J'ai souri, me souvenant de la femme timide que j'étais il y a. Maître Raphaël est devenu plus qu'un avocat. Il est le directeur juridique de notre fondation. Nous avons contribué à modifier les lois locales pour mieux protéger les seniors, et nous collaborons avec des législateurs nationaux pour des réformes plus larges. Madame Marie, m'a-t-il dit lors de notre dernière réunion, vous avez fait plus pour les droits des seniors en 6 mois que bien des organisations en décennies. Chaque soir, je me promène dans les jardins du domaine, réfléchissant au chemin parcouru. Parfois, je trouve des lettres laissées par les femmes hébergées ici, dans une boîte spéciale installée sous le plus grande chêne. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver ma dignité, a écrit l'une d'elles. Merci de m'avoir montré que l'amour-propre n'a pas de date d'expiration, disait une autre. Demain, un groupe de femmes de Lyon viendra découvrir notre histoire et apprendre à créer des refuges similaires. Le mouvement s'étend, comme des cercles dans le haut, touchant des vies que je n'aurais jamais imaginé atteindre. À 70 ans, j'ai découvert que la vieillesse n'est pas la fin, mais peut-être le début du chapitre le plus puissant. J'ai appris que la sagesse accumulée pendant des décennies est une arme plus forte que la jeunesse, et que la dignité perdue peut être reconquise avec du courage. Je m'appelle Marie, j'ai 70 ans, et voici ma déclaration d'indépendance. Je ne permettrai plus jamais à quiconque de me rendre invisible, inutile ou jetable. Si mon histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une femme à élever la voix contre l'injustice, alors chaque larme, chaque trahison, chaque douleur aura valu la peine. Car j'ai enfin compris que mon mari avait raison. J'étais plus forte que je ne le croyais, et j'avais bien